Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Vous l'avez vu, le titre est « Comment déployer une stratégie numérique responsable au sein de son établissement ». Donc c'est un sujet sur lequel on a prévu de faire intervenir pas mal d'experts aujourd'hui. Donc vous allez découvrir, nous l'espérons, beaucoup de choses. C'est un webinaire qui part du constat qu'on a fait face à une phase de digitalisation rapide et massive, notamment post-Covid dans le réseau culturel, que vous avez souvent été par contrainte obligé de développer toutes ces compétences et de mettre en place toutes ces stratégies, mais qu'en même temps, il y a une réflexion à mener, en tout cas, en lien avec la transition écologique, sur l'articulation entre ce numérique et la transition écologique pour justement saisir la notion de numérique responsable, avec, selon nous, trois axes. Tout d'abord, en quoi cette digitalisation peut être éthique? Est-ce qu'elle peut être inclusive, durable? C'est-à-dire, en gros, comment elle permet de réduire l'empreinte écologique des établissements? Ensuite, il y a quand même une réflexion de fond sur la question de la sobriété économique. Est-ce qu'on arrive aussi à maîtriser les coûts et à prolonger la durée de vie des équipements, qui est un autre sujet qui rejoint le premier, mais qui est un peu connexe? Et puis, plus globalement, la question de l'attractivité, c'est-à-dire à travers la valorisation du numérique responsable, qu'est-ce que l'on porte comme valeur, qu'est-ce que l'on met en avant sur les questions d'innovation numérique, et comment ce que vous faites dans le réseau peut être aussi valorisé, y compris en termes de communication pour faire face à la concurrence. C'est un peu les trois axes auxquels ce webinaire essaiera de répondre aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, j'ai autour de moi plusieurs experts. J'ai tout d'abord Agathe Basquin, qui est responsable conseil et stratégie et référente pour la transition écologique à l'Institut français. Donc c'est Agathe qui a été notamment en charge d'élaborer en transversal la feuille de route de l'Institut français sur les questions de transition écologique. Je serai aussi accompagné de Rosine Turé, consultante numérique responsable chez Digital for Better, Valérie Reynaud, manager conseil numérique responsable également chez Digital for Better. Et puis, on a pensé que c'était important que le réseau puisse témoigner et montrer à quel point il est précurseur là-dessus. Donc, j'aurai à mes côtés Antoine Kruger, qui est directeur de l'Alliance française de la région de Coquimbo au Chili, Emmanuel Zimmer, attaché de coopération pour le français au Danemark et fondateur de la Digitale, et bien sûr Founé, qui, vous le savez, est notre experte autour des questions de numérique éducatif à l'Institut français et votre correspondante sur toutes ces questions, et à laquelle je passe tout de suite la parole. Merci Stéphane. Alors, en effet, comme l'a dit Stéphane, la réflexion sur le numérique responsable, elle est née de la volonté d'interroger les pratiques numériques du réseau culturel dans un contexte de digitalisation particulièrement accrue et qui a coïncidé avec la pandémie de Covid-19. Donc, à ce moment-là, on a observé que les établissements, tout naturellement, se sont tournés vers le numérique et se sont transformés de manière très accélérée, avec des changements qui ne tenaient pas forcément compte des enjeux d'ordre éthique, environnementaux et d'accessibilité entraînés par le numérique. Et c'est pourquoi il nous a semblé indispensable de se saisir du sujet du numérique responsable avant qu'il ne soit, si je peux dire ça, trop tard. Cette démarche, elle s'inscrit aussi dans les engagements qui ont été pris par l'Institut français en matière de transition écologique. Et donc, avant d'entrer plus en détail dans le sujet, je vais passer la parole à Agathe Basquin, responsable stratégie à l'Institut français et également référente transition écologique. Merci beaucoup Founé, merci Stéphane et merci, bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Donc en effet, je porte à l'Institut français la coordination de la feuille de route pour la transition écologique de l'Institut français. C'est une démarche qu'on a engagée dès 2022, donc portée par vraiment Eva Nguyen-Bin, la présidente de l'Institut, qui l'a inscrite dans le cadre de son projet d'établissement dès son arrivée à l'Institut français. Pourquoi l'Institut français s'est mobilisé sur la transition écologique? Évidemment parce que les enjeux sont massifs et aussi tout simplement parce qu'en tant qu'établissement public, il nous a semblé essentiel de nous inscrire dans vraiment un devoir d'exemplarité vis-à-vis de cette question.
Une question qui est extrêmement vaste. Aujourd'hui, je vais vous dire 2-3 mots de notre travail, mais ça mériterait des heures d'échange parce qu'il y a évidemment beaucoup de sujets connexes et qu'à l'IF, on porte quand même beaucoup d'actions concrètes en lien avec cette feuille de route. Mais voilà, juste dans les très grandes lignes, vous dire que c'est une volonté forte de la présidence de l'Institut français et que donc on a élaboré courant 2022 une feuille de route pour 3 ans qu'on a mis en œuvre dans la foulée. Donc on est déjà à la 2e année, on a publié le bilan. Donc, sur notre site internet, vous pouvez retrouver la feuille de route complète, le bilan année N+1, le bilan année N+2 avec toutes les mesures concrètes qu'on a mises en œuvre. Dans les très grandes lignes, ce qui nous a semblé important, c'est vraiment déjà 2 aspects. C'est comment améliorer nos pratiques au quotidien. Donc, comment avoir des pratiques professionnelles plus responsables au quotidien, en tant qu'individu, en tant qu'acteur culturel, en tant qu'établissement public. Comment transformer nos pratiques pour qu'elles s'inscrivent dans un monde plus durable et soutenable. Et un deuxième point important qui était vraiment nos actions de sensibilisation et de plaidoyer. Parce que ce dont on s'est rendu compte en travaillant, on s'est fait accompagner pour élaborer cette feuille de route par un cabinet. Et ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec eux, en échangeant avec énormément d'acteurs français et européens sur la question, c'est qu'en tant qu'institut français, que ce soit à Paris ou dans le monde, l'une de nos plus-values, l'une de nos forces, c'est vraiment aussi cette capacité de plaidoyer, de faire caisse de résonance à l'international pour porter les sujets environnementaux. Donc il y a vraiment notre responsabilité individuelle, nos pratiques, comment on les maximise en tenant compte de cet enjeu, et le second volet qui est l'enjeu de comment on porte ce sujet à l'international. Et juste 2 mots sur la méthodologie. Donc cette feuille de route, on l'a élaborée vraiment bottom-up en partant des initiatives déjà mises en œuvre au sein des différentes équipes de l'Institut français, avec l'idée de pouvoir travailler sur des mesures concrètes, avancer. On sait qu'on n'a pas toutes les réponses, mais notre méthodologie était celle vraiment, alors déjà de partir du terrain, des initiatives de terrain, et ensuite de valoriser l'expérimentation, vraiment le fonctionnement essai-erreur, on avance, on essaie, peut-être que là on n'a pas trouvé encore exactement la bonne modalité, et ben c'est pas grave, ce qui importe c'est qu'on se mette en mouvement, et ça vraiment c'était l'un des maîtres mots pour nous à l'IF dans cette démarche, ne pas rester statique face à l'ampleur des enjeux, parce qu'en effet on peut vite être un peu paralysé, parce qu'en plus nous, vous savez bien, hein, on promeut beaucoup la mobilité internationale. Donc, la mobilité internationale, évidemment, ce sont des émissions carbone importantes. Donc, on peut vite être paralysé en se disant, mais en fait, tout ce qu'on fait va contre les enjeux climatiques, quoi. Et en fait, non, voilà, il faut tenir compte des différents segments sur lesquels on peut agir, de notre cœur de métier. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet aussi de nous reposer les questions fondamentales sur notre cœur de métier, à quoi on sert. La mobilité internationale, on a dit dès le départ que on n'allait pas l'arrêter puisque c'est l'une de nos vocations premières à l'Institut. Mais comment, autour de ça, on essaye de trouver des solutions pour faire des missions plus longues, enfin voilà, mettre des cadres pour essayer de travailler tous les segments. Donc, on a essayé de faire vraiment un travail à 360 degrés. 2 derniers mots, parce que je sais qu'il ne faut pas que j'intervienne trop longtemps sur la feuille de route. Juste vous dire, donc, elle est structurée en 3 axes. C'est un petit peu les axes que j'ai déjà évoqués. Le premier, c'est IF responsable. Donc, c'est vraiment inscrire l'activité de l'IF et du réseau dans la trajectoire définie par l'accord de Paris. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'établissement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est accélérateur de la transition. Donc, IF accélérateur de la transition, c'est comment on contribue à ce que la transition écologique du secteur culturel en France et à l'international puisse se faire à travers des actions concrètes, encore une fois. Et le troisième axe, je l'ai un petit peu évoqué aussi, c'est IF porte-voix, donc porter le plaidoyer en faveur de la transition écologique à l'international. Dans le volet responsabilité, on a vraiment ces enjeux de formation, de tout ce qui est aussi gestion des bâtiments. Vous savez, on a intégré un nouveau bâtiment à haute valeur environnementale à l'Institut français. Il y a toutes les histoires de communication, justement, on a changé toute notre charte graphique pour réduire de 50% notre impact environnemental. Enfin voilà, beaucoup de mesures assez concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de
ce premier axe IF responsable s'inscrit aussi notre axe de formation pour nous, les collaborateurs de l'Institut français de Paris. Aujourd'hui, on est 82% à avoir fait notamment la fresque du climat, mais aussi pour le réseau, évidemment. Et donc, tout cet enjeu d'accompagnement du réseau à la prise en compte des enjeux de transition écologique fait aussi partie, évidemment, de nos missions premières au service du réseau. Dans le deuxième axe, deux, trois exemples d'actions, parce que voilà, je vous invite ensuite à vous référer à notre feuille de route et à notre bilan qui détaille vraiment l'intégralité de nos actions. Le deuxième axe, ça signifie comment on accompagne la transition écologique du secteur culturel. Voilà, pardon, j'ai eu tout d'un coup un écho. Et donc là, on a mis des clauses systématiques dans tous nos appels à projets, nos conventions de partenariat, même dans le cadre de nos conventions avec les mécènes. On a mis des bonus transition écologique dans certains de nos dispositifs de mobilité. Enfin, voilà, je ne vous détaille pas tout, mais beaucoup d'actions aussi concrètes en ce sens. Et le troisième axe, action plaidoyer. Voilà, beaucoup aussi. On a toute une ressource, par exemple, sur les intervenants que vous pouvez solliciter dans le cadre éventuellement de débats d'idées ou de rencontres à l'international. Donc, voilà, comment on contribue à aussi mettre en avant à l'international les acteurs, les penseurs de la transition écologique français, donc comment on les valorise. Et puis, on a aussi développé ce projet d'exposition dont vous avez peut-être entendu parler, une adaptation de l'exposition Le Monde sans fin, de la BD Le Monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, donc, qui a été transposée en exposition et qui vise aussi à la sensibilisation du grand public à ces questions de transition écologique. Voilà, je ne suis pas plus longue, j'espère que je n'ai pas dépassé trop mon temps de parole, et merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Agathe. Alors, en effet, comme vient de le dire Agathe, dans la feuille de route, donc transition écologique de l'Institut français, on a cet axe de formation auprès du réseau culturel, notamment autour de la démarche numérique responsable. Et comme l'a dit Stéphane en introduction, lorsqu'on a réfléchi à la manière dont on pouvait justement former le réseau sur cette question-là, on a tout naturellement pensé à 3 enjeux majeurs qui font écho aux problématiques et aux besoins du réseau culturel. Donc, le premier enjeu, c'est un enjeu de digitalisation éthique, inclusive et durable. Pourquoi ? Parce que adopter une démarche numérique responsable, c'est aussi aligner la transformation digitale de vous, établissement, avec les orientations de l'Institut français en faveur de la transition écologique. L'objectif ici était de mettre la digitalisation au service de la performance, mais aussi du respect de l'environnement et des individus, en réduisant au maximum notre empreinte écologique. À travers cet axe-là, on voulait aussi, à travers le numérique responsable, vous préparer aux enjeux et aux défis de demain, notamment parce qu'on a estimé que c'était une démarche proactive et également innovante. Le second enjeu, c'est celui de la sobriété économique, parce que en effet, le numérique responsable n'est pas que bon pour la planète, mais aussi bon pour vos porte-monnaies. C'est une source d'économie qui n'est pas négligeable grâce à l'optimisation des coûts énergétiques ou encore la prolongation de la durée de vie des équipements. Et investir dans des pratiques numériques responsables aujourd'hui, numérique responsable et durable, aujourd'hui, c'est aussi éviter des coûts liés à la surconsommation d'énergie et l'obsolescence programmée. Et enfin, le troisième enjeu, c'est celui de l'attractivité. Au cours de notre réflexion, on a constaté que une digitalisation responsable pouvait représenter un levier pour renforcer l'image de marque et l'attractivité des établissements. C'est un levier puissant sur lequel vous pouvez capitaliser, qui permet aussi de montrer l'engagement social du réseau culturel, sociétal, du réseau culturel. Autre élément, c'est que la France est assez précurseur sur le sujet.
Et à travers cette démarche-là, on voulait aussi vous positionner, Réseau culturel, comme un acteur responsable à la pointe de l'innovation numérique. Car oui, on associe souvent innovation numérique à la high-tech et aux technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle ou encore les réalités immersives, alors que le numérique responsable et le low-tech sont en soi des démarches innovantes qui, par la même occasion, témoignent d'un certain nombre de valeurs et voilà, d'un engagement sociétal fort qui peut aussi être un marqueur de différenciation auprès de la concurrence. Pour mener à bien cette réflexion, on a dans un premier temps choisi de travailler sous un format prospectif à travers la création de ce qu'on appelle une communauté d'intérêt, un groupe de travail qui s'est centré sur la question du numérique éducatif et de l'éco-responsabilité. L'objectif de cette communauté d'intérêt, c'était vraiment, alors on s'est inscrit dans une démarche exploratoire et l'objectif derrière, c'était de pouvoir comprendre les pratiques du réseau culturel en matière de numérique responsable, notamment de sorte à poser un diagnostic de maturité numérique pour développer un accompagnement adapté. Ensuite, on a souhaité sensibiliser le réseau culturel à la question du NR pour pouvoir réfléchir à la manière d'intégrer le numérique responsable dans vos enjeux, dans vos réflexions, mais aussi dans vos usages actuels et futurs. Et enfin, derrière cette démarche, on voulait aussi anticiper les pratiques face aux évolutions continues, grâce notamment en s'appuyant sur le développement d'un certain nombre de ressources méthodologiques. Cette démarche-là, elle fait écho donc à 4 grands objectifs que vous voyez s'afficher sur la slide. Par la même occasion, donc en créant cette communauté d'intérêt et en se saisissant de cette modalité de travail, on voulait aussi favoriser les échanges et le partage d'expériences au sein d'établissements du réseau qui travailleraient plus ou moins sur la question. Voilà, mener aussi un travail de sensibilisation, repenser les approches du réseau culturel et aussi valoriser vos initiatives et vos productions en matière de numérique responsable. Alors, cette communauté d'intérêt, elle a été créée sur la base du volontariat. Nous avons en 2023 lancé un appel à manifestation d'intérêt visant justement voilà, à d'une part nous permettre d'avoir un panorama des établissements qui travailleraient sur cette question ou qui seraient potentiellement intéressés par la question du numérique responsable. L'idée ici, donc en choisissant encore une fois ce format de communauté d'intérêt, c'était vraiment de pouvoir co-construire notre démarche en lien avec ce groupe d'établissements qui manifesterait un intérêt fort sur la question et de pouvoir construire ensemble un début de réflexion, mais également des ressources sur cette question du numérique responsable. Donc finalement, nous avons eu 6 établissements qui ont fait partie de ce groupe de travail, donc l'Alliance française de Rio, l'Alliance française de Belém, l'Alliance française de Vancouver, l'Alliance française de Cuenca, l'Institut français du Maroc et l'Institut français d'Espagne. Donc c'était un groupe qui était très restreint, mais qui nous a vraiment permis, nous, de creuser la question et surtout, l'un des critères majeurs qu'on trouvait important, c'était d'avoir une communauté d'intérêt qui soit vraiment engagée sur la question. Car comme vous le verrez un peu plus tard, voilà, c'est tout un travail qui a été mené sur 6 mois, voire 1 an, et qui nécessitait quand même d'avoir un engagement fort derrière. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste
une démarche, enfin, en tout cas à notre niveau, ça restait une démarche quand même exploratoire, prospective, aussi bien pour l'IF que pour le réseau. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à Digital for Better pour la facilitation et l'animation de ce groupe de travail. Donc, je vais passer la parole à Rosine et à Valérie pour la suite. Oui, merci Founé. Super. Déjà, bonjour à tous. On est très contents d'être ici. Merci donc à Founé et à l'Institut français pour nous permettre de participer à ce webinaire. Donc, moi c'est Rosine. Je vais commencer donc par vous introduire qui on est et la démarche qu'on a mise en place pour cette mission. Et ensuite, donc, Valérie prendra la parole un peu plus tard sur la partie livrable. Donc déjà, pour vous introduire qui on est Digital for Better, donc nous, on est des experts du numérique responsable. Donc, on est un cabinet de conseil d'environ 40 personnes. On a différentes activités. Donc, on a une partie conseil. On est également éditeur de solutions. Donc, on développe la solution Frugger, qui est un logiciel d'évaluation de l'empreinte à la fois environnementale, mais aussi sociale des services numériques. Et donc, qui a pour vocation d'aider à la décarbonation du numérique. Donc, on est assez engagé. On est un acteur Bicorp, entreprise à mission, très engagé dans l'écosystème numérique responsable. On peut passer la slide si ça doit finir. Merci. En termes d'acteurs, donc on travaille avec différentes typologies d'organisations, qu'elles soient privées, donc vous avez quelques noms ici à l'écran, mais aussi des acteurs publics. Donc on travaille pas mal avec des métropoles et du coup ici donc avec l'Institut français pour cette mission. Merci. Du coup, pour vous parler un petit peu de la démarche et comment nous on a mené ce projet donc de facilitation autour du numérique responsable pour la communauté d'intérêt. Donc c'est un projet qui a déjà duré, comme disait Founé, un certain nombre de temps. Donc c'est vrai que ça demandait un engagement des participants. On a commencé mi-2023 et on a terminé à la fin de l'été, donc un peu plus d'1 an. Qui ont été rythmés par différents ateliers, différents rendez-vous avec la communauté. Donc en termes de démarche, on a découpé ça en 5 étapes. Donc déjà l'idée, la première chose, ça a été vraiment de lancer la démarche avec un kick-off, donc de bien comprendre quels étaient les participants. Donc Founé a introduit tout à l'heure les différentes alliances et instituts qui ont participé. L'idée, c'était un peu d'apprendre à se connaître, comprendre le contexte dans lequel s'inscrivait chacun. Et donc ça rejoint la deuxième étape qui a été plus une partie d'audit. Donc vraiment pour comprendre les enjeux et les besoins du réseau culturel, donc à travers les participants qu'on avait en face de nous, pour vraiment réaliser un audit en fait de maturité numérique responsable des participants à la communauté d'intérêt et voir aussi quels étaient plus largement les enjeux d'un point de vue numérique auxquels étaient confrontés les établissements. Donc cette phase-là nous a permis de mettre en lumière un fort besoin autour de la sensibilisation. Donc c'est la troisième phase, donc on a pu mener, donc je détaillerai tout ça après. Et ensuite, donc l'idée de la démarche, c'était évidemment d'être, puisqu'on était un petit groupe, c'était d'être très en co-construction et du coup de passer par cette étape d'engagement pour bien mettre en lumière des bonnes pratiques qui seraient applicables ensuite dans le contexte des établissements culturels. Donc on a fait cette phase qui permettait de concrétiser la démarche et d'engager les participants. Et enfin, donc une dernière étape de communication, donc là qui passe par la création de livrables, dont on va parler aussi à la fin. Et l'idée, bien sûr, de cette démarche, ça a été finalement de permettre de créer des documents qui sont ensuite diffusables au sein du réseau pour permettre à d'autres établissements d'engager aussi cette démarche numérique responsable. On peut passer, s'il te plaît. Merci. Donc sur les facteurs clés de succès, donc nous on s'appuie sur 3 éléments principaux. Donc le premier c'était, on l'a dit, du coup la force d'impact du réseau. Donc on a eu la chance d'avoir des participants qui étaient issus de différentes alliances, différents instituts à travers le monde. Du coup vraiment de s'appuyer là-dessus pour voir les objectifs en termes de numérique éducatif et comment nous on pourrait les décliner en numérique responsable, donc en s'appuyant sur l'expérience et le retour du terrain de nos participants. Ensuite, on l'a dit, une démarche qui était très axée collaboratif. Donc, je vais détailler ensuite les différents ateliers qu'on a menés, donc comment ça se traduisait un peu plus concrètement. Mais l'idée, c'est qu'on a pas mal fait appel à l'intelligence collective,
à travers voilà, des ateliers interactifs, demander aux participants qu'est-ce que eux ils voulaient voir aussi, quels étaient les sujets qui les intéressaient, etc. Donc tout ça, ça découle aussi de la phase d'audit qu'on a menée pour identifier quels étaient les enjeux principaux. Et dernière partie, donc l'expertise numérique responsable que nous, on a pu apporter. Et donc, même pour nous, c'était très riche de travailler aussi sur ce domaine numérique éducatif, parce que donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peu de littérature aujourd'hui qui s'intéresse au lien entre numérique responsable et numérique éducatif. Donc, ça nous a permis aussi, nous, de nous enrichir. Donc, voilà, 3 facteurs clés de succès pour cette démarche. Si je rentre un peu dans le détail, du coup, plus concret, donc on a divisé ça en plusieurs phases, comme je l'ai montré au début. Donc voilà, il y a cette première phase vraiment d'audit, donc d'évaluation du niveau de maturité numérique responsable afin de comprendre à la fois les enjeux et les besoins du groupe de travail. Donc très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des interviews. Donc on en a fait à peu près une dizaine. On s'est basé sur un framework qu'on utilise côté Digital for Better pour évaluer la maturité numérique responsable des organisations, donc en l'adaptant évidemment au contexte de l'Institut français. Donc on a fait ça environ avec 7 pays différents, donc différents établissements. Et ça nous a permis donc d'établir un audit de la maturité numérique responsable du réseau. Et donc pour rentrer un peu plus dans le détail, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait, en tout cas dans les participants, puisque c'est du volontariat, on avait des personnes qui étaient très intéressées par le sujet, donc qui s'étaient renseignées plutôt à titre personnel, mais voilà, qui rencontraient aussi une difficulté dans leur quotidien de directeur d'établissement ou autre, de passer de la théorie à la pratique pour vraiment mettre en œuvre le numérique responsable dans leurs établissements. Et on a aussi identifié d'autres éléments qui nous ont servi aussi par la suite pour construire nos livrables. Donc par exemple sur le fait que voilà, il y avait parfois des difficultés à concilier l'accélération des tendances dans le numérique avec voilà, la forte digitalisation dont on a parlé, avec du coup des côtés plus responsables. Comment tenir compte aussi des spécificités locales. Donc tout ça, c'est des choses dont on s'est vraiment servi par la suite, notamment dans la construction du livre blanc. Et donc, on a identifié aussi donc, dans cette phase un fort besoin de sensibilisation du réseau, donc des participants des établissements, puisqu'on voyait voilà, qu'il y avait des notions qui étaient connues sur le numérique responsable, mais que ce n'était pas encore très poussé. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé très important de faire la phase 2, donc de sensibilisation, pour que vraiment chacun, en tout cas tous les participants, acquièrent un socle de connaissances communes donc, sur les enjeux, les indicateurs, les leviers d'action, et que tout le monde parte bien de cette base commune. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une fresque du numérique, donc qui est un atelier collaboratif de 3 heures à peu près, qui a été animé par une professionnelle de la fresque, voilà, pour bien que tout le monde comprenne de quoi on parle, les enjeux, les leviers. Et on a aussi permis aux participants de réaliser un MOOC en autonomie, donc le MOOC de l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable. Et à la fin, donc, on a un peu testé les connaissances avec un quiz pour voilà, faire en sorte que chacun parte bien de la même base. Et ensuite, donc, on est passé dans cette phase d'engagement. Donc là, c'était plutôt, voilà, une fois qu'on a partagé les constats, on sait ce que c'est le numérique responsable. Maintenant, comment concrètement on peut agir en tant qu'établissement culturel du réseau. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, l'idée c'était vraiment d'être en collaboratif. Donc on a déjà regardé avec les participants quels étaient les sujets prioritaires pour eux à adresser. Donc, on est arrivé sur 2 thèmes qui étaient intéressants pour eux. Les éco-gestes numériques responsables, c'est-à-dire, voilà, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, au niveau de mes mails, au niveau de l'optimisation des impressions, comment allonger la durée de vie de mes équipements, voilà, tous les éco-gestes numériques responsables que chacun peut adopter. Qu'est-ce que c'est, comment les mettre en œuvre, etc. Et une deuxième partie qui était autour de l'éco-conception de services numériques. Donc ça, je pense qu'on en reparlera plus tard, notamment avec Emmanuel. Donc là, c'est comment on éco-conçoit des services plus sobres, etc. Donc une fois qu'on a défini les sujets avec eux, on a fait 2 ateliers qui étaient plutôt de mise en pratique. Donc un premier atelier qui était vraiment axé éco-gestes. Là, on a vraiment fait un mapping un peu global de toutes les actions qu'on pouvait faire. Et on a engagé les participants pour voir voilà, où est-ce qu'ils en étaient dans leurs établissements, qu'est-ce qu'ils avaient déjà mis en place, quels étaient les freins, les challenges, donc pour bien comprendre aussi où est-ce qu'ils en étaient. Et on a réalisé une sensibilisation éco-conception, voilà, pour définir ce que c'était, les grands principes, etc. Ce qui nous a permis d'enchaîner sur le dernier atelier, qui était vraiment là une mise en pratique de l'éco-conception.
sur des projets concrets, donc numériques éducatifs du réseau. Et par exemple, on a pris un projet de développement d'une plateforme de cours en ligne qui utilisait Moodle et H5P, donc qui était développé par deux participants du groupe de travail. Et voilà, l'idée, c'est de voir comment on appliquait la démarche d'éco-conception sur ce projet-là en particulier. Oui, c'est bon, merci. On peut passer. Merci Rosine. Du coup, je vais passer la parole à Antoine Kruger, qui a fait partie de cette communauté d'intérêt et qui a aussi contribué aux livrables qui ont été développés afin de partager son expérience. Merci Founé, bonjour à tous. Oui, voilà, donc moi j'avais travaillé avec cette communauté d'intérêt et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant à plusieurs niveaux et je vais essayer de vous donner un petit peu un témoignage de à quoi ça m'a servi et à quoi ça me sert encore aujourd'hui. Alors ce qui est important dans les démarches que l'on a faites, pour moi, vraiment au début, ça a été la sensibilisation, c'est-à-dire la fresque du numérique, parce qu'on a tous nos connaissances générales sur l'impact numérique dans le monde, mais c'est vrai que ça permet d'évaluer vraiment tous les points d'action possibles que l'on peut avoir dans notre établissement. Alors, évidemment, il y a les spécificités locales. Rosine en a parlé un tout petit peu. Cette fresque numérique, on va voir qu'il va y avoir des points sur lesquels on peut agir fortement mais difficilement et d'autres points, on peut agir légèrement mais facilement. C'est pour ça qu'on était resté sur les éco-gestes, car c'est facile à mettre en place. C'est juste des chartes numériques qu'on peut mettre dans nos établissements pour favoriser des pratiques responsables. Et ensuite, on avait parlé donc de l'éco-conception et dans le cas de l'Alliance française de Cuenca, d'une plateforme en effet sur Moodle H5P, qui était un projet pédagogique d'un nouveau type d'offre de cours. Alors c'est extrêmement difficile d'avoir une éco-conception complète sur une plateforme qui ne dépend pas de nous, évidemment. Hein, on ne peut pas intervenir sur Moodle comme on le souhaiterait. Par contre, sur la construction de cette plateforme, on va essayer de repenser, et grâce à des détails, ces points d'action de la fresque numérique, on va essayer de penser où on peut agir. Alors, ça va être que ce soit des fichiers temporaires, que ce soit la taille des fichiers, des choses toutes petites, toutes simples, mais mis bout à bout, ça a un petit effet qui n'est pas négligeable, et évidemment, si tout le monde le fait, c'est toujours mieux. Il y avait d'autres problèmes qu'on avait soulevés dans ce groupe, dans cette communauté d'intérêt, qui étaient donc, comme je disais, celles des spécificités locales, puisqu'on a tous des établissements dans des pays différents, avec des tailles différentes, des moyens différents. Par exemple, on avait parlé du recyclage, évidemment du matériel obsolète. Et à Cuenca, par exemple, c'est extrêmement compliqué de trouver une entreprise qui était capable, qui avait les techniques pour recycler. Donc, on va pousser plutôt, par exemple, sur étendre la durée de matériel. Et là, il y a un intérêt économique aussi, évidemment, puisque plus on fait durer notre matériel, il n'y aura que les coûts d'entretien et non pas de rachat. Il y a ensuite d'autres points que je vais me permettre un petit peu de soulever aussi, puisque maintenant je suis au Chili et c'est, comme je disais, un autre contexte très différent, donc c'est extrêmement intéressant de comparer une plus petite alliance, très peu de matériel numérique, mais avec un certain besoin évidemment, avec le développement du comodal entre autres, et du virtuel. Donc, on travaille d'ailleurs avec l'Institut français de Santiago du Chili pour favoriser le réemploi, c'est-à-dire que l'Institut étant plus grand, vont pouvoir nous transmettre de l'ancien matériel qui fonctionne toujours très bien et pour eux, bien sûr, se renouveler. Voilà, ça, ce sont plusieurs points sur lesquels on peut intervenir, mais chacun avec sa réalité locale, évidemment, puisqu'on n'a pas tous les mêmes moyens et on n'a pas tous accès aux mêmes services. Voilà, moi j'ai essayé de faire court. Je ne sais pas si vous avez des questions, évidemment, Founé vient de le demander. N'hésitez pas dans le chat, je pourrais vous partager encore plus mon expérience avec cette communauté d'intérêt et sur les projets appliqués, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Antoine. N'hésitez pas, oui, en effet, à poser vos questions dans l'onglet questions de la plateforme. Alors,
Rosine l'a évoqué très brièvement au cours de sa présentation, mais en effet, dans le cadre de la communauté d'intérêt, nous avons développé 2 livrables pour le réseau culturel. Donc, comme je vous le disais auparavant, on a décidé de fonctionner sous un format prospectif avec une communauté fermée et un groupe d'établissements restreint, de par la nouveauté et la nature du sujet traité, mais aussi voilà, parce que ça demandait un engagement fort. Mais l'idée derrière, c'était aussi de pouvoir, à partir de l'expérience de cette communauté d'intérêt, développer des ressources méthodologiques qui puissent ensuite servir à l'ensemble du réseau culturel. Comme Antoine et Rosine l'ont également dit, on a en effet des spécificités qui ensuite, sont propres à chaque terrain, mais on a quand même un socle commun qui peut être un socle de référence pour le réseau culturel en matière de numérique responsable. Alors le premier livrable qui a été développé, c'est un livret de recommandations pour l'application d'un numérique responsable et dont l'objectif était de pouvoir vous accompagner pas à pas dans le déploiement de cette démarche, et ce, en adéquation avec les réalités du terrain. Un élément très important pour nous, on aurait pu vous proposer des ressources génériques, mais là, l'objectif, c'était au maximum de pouvoir s'approcher de vos problématiques et de vos besoins. Et je laisse Rosine ou Valérie compléter sur cet axe-là. Oui, merci. Merci Founé. Donc, 2 livrables. Le premier livrable, donc le guide de bonne pratique numérique responsable. Donc, un guide qui, en fait, comme tu l'as précisé, Founé, il a été vraiment construit, en fait, et qui a été le fruit, en fait, de ce travail d'une année avec le groupe de travail. Donc, ça a permis de mettre au regard des référentiels et des guides que l'on peut, sur lesquels on se base, notamment celui de la DINUM, de l'ADEME, de bonnes pratiques éprouvées par l'écosystème du numérique responsable, de les remettre au regard réellement des problématiques terrain. On a traité des sujets, et on va le retrouver également dans ce guide de bonne pratique, autour des sujets de la sensibilisation, autour des différents choix, comme l'a précisé notamment Antoine, autour de l'éco-conception des services numériques, des solutions que l'on doit choisir, qui sont parfois développées pour faire établir les bons choix. Donc, on a des éléments également pour pouvoir avoir une réflexion sur ces sujets-là. Des questions autour de la gestion des équipements IT et la sobriété des équipements IT, avec quelques témoignages également d'Antoine sur ce sujet. Et la petite communication, comment travailler sur l'aspect de la communication responsable et des éléments également de conscientisation autour de cette communication responsable. Donc, c'est un document qui est mis à disposition, je pense, de votre côté, en téléchargement, sur certainement le Walleur. Voilà. Donc, premier livrable, et qui est d'ores et déjà disponible, certainement, et qui va être lancé incessamment sous peu. Tout à fait, Valérie. Donc, vous avez le livret à disposition sur l'espace réseau et également dans les prochaines heures sur l'espace centre de langue de la plateforme IF Communauté. Le second livrable qui a été développé, donc c'est un livre blanc, car comme on l'a évoqué un peu plus tôt dans ce webinaire, l'un des enjeux forts à travers notre démarche, c'était aussi de pouvoir inscrire le réseau comme un acteur responsable et innovant. Et dans ce cadre, on a réfléchi à la manière dont on pouvait le matérialiser. Et donc, nous avons choisi de réaliser un livre blanc, d'une part pour présenter les travaux réalisés par la communauté d'intérêt, mais aussi d'autre part pour inscrire notre démarche dans une réflexion dans un objet scientifique. Et donc, pour traiter de cette thématique spécifique,
Donc là, cette fois, on est vraiment sur la thématique du numérique responsable en lien avec l'apprentissage du français. Donc, Digital for Better a fait appel aux membres de la communauté d'intérêt, mais également à un panel d'experts sur la question. Et Valérie, je te laisse compléter. Oui. Donc, on a eu quand même cette prise de hauteur autour du numérique responsable et du numérique éducatif pour aller vraiment explorer ce sujet et les adhérences entre les deux sujets, et notamment des sujets beaucoup plus larges qui s'imposaient autour du numérique éducatif et des questions face au numérique responsable, telles que l'usage de l'IA, des questionnements également autour du rayonnement culturel de l'Institut français, mais également de l'Alliance, liés notamment au rayonnement à l'innovation et l'usage du numérique dans le monde, étroitement liés. Des questions autour de la responsabilité et de l'éthique, et qu'on peut retrouver dans l'usage des EdTech. Donc, quelques réflexions et ouvertures et questions de réflexion qu'on a étudiées. Et un sujet un peu plus développé sur l'éco-conception des outils éducatifs qui ont été nourris notamment par l'expertise de nos différents intervenants qui vont, notamment M. Zimmer qui va intervenir tout à l'heure. L'objectif est vraiment de livrer ici un élément de dialogue et de réflexion ouvrant plein de possibilités à venir autour du numérique éducatif responsable, en quelque sorte. Merci beaucoup. Et ce livrable est également disponible sur l'espace réseau, le sera sur Waller et également disponible, a été diffusé auprès du grand public. C'était aussi ça la démarche derrière, hein, de pouvoir valoriser le travail qui a été fait et les différentes expertises. Et donc, vous avez dû peut-être voir passer hier une publication sur LinkedIn qui vous donne accès à ce livre blanc en accès libre. Je vais désormais passer la parole à Emmanuel Zimmert, qui est ACPF au Danemark, mais également fondateur de la Digital et qui a contribué à ce livre blanc. Merci Founé. Bonjour à toutes et à tous. Alors en premier lieu, un grand merci à l'Institut français pour cette invitation et pour cette initiative. Ma contribution au livre blanc concerne la réflexion sur les liens entre numérique éducatif et numérique responsable que vient d'évoquer Valérie. Et je vais axer mon intervention autour de 2 points donc liés au numérique éducatif. Une présentation des logiciels libres de la Digital dans un premier temps. Et j'évoquerai ensuite quelques exemples simples d'éco-conception de contenu pédagogique que nous essayons de mettre en œuvre à l'Institut français du Danemark, à notre petite échelle. Alors, premier point, la Digital, c'est quoi? C'est un bouquet de services libres pour l'éducation classés en 4 catégories. Donc des outils pour mettre en place des activités collaboratives, pour créer ou modifier des contenus multimédia, pour scénariser ou animer un cours, pour partager des contenus, des liens raccourcis, des codes QR. Ce projet est le résultat de plus de 10 ans d'écoute des enseignantes et des enseignants à travers le monde sur ce que peut être un outil numérique utile dans un contexte éducatif. Donc le premier point important, c'est vraiment un principe fondamental, c'est que chaque outil du projet a pour origine un scénario pédagogique ou une idée d'utilisation concrète dans la classe. La dimension de l'utilité de l'outil est abordée dans le livre blanc. Est-ce qu'il y a un problème de son? Parce que j'ai l'impression de... Ça va, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, ok, bah j'ai des petits échos. Vraiment un principe fondamental sur chaque outil correspond à une utilisation concrète dans la salle de classe. Autre point important, c'est que les outils font preuve de minimalisme dans leur aspect visuel, mais également en termes de fonctionnalité. Pas question ici de proposer des services complexes, des usines à gaz, comme on appelle ça parfois, mais un ensemble d'outils autonomes,
centré sur une utilisation précise et que les enseignants et les élèves peuvent facilement s'approprier. Ça, c'est vraiment un autre point important. L'objectif premier du projet, donc lancé en 2020, vous imaginez dans quel contexte, est de proposer des alternatives libres aux services proposés par les GAFAM ou certaines entreprises de l'EdTech qui n'hésitent pas à intégrer dans leurs produits des pisteurs pour la collecte des données des apprenants, à recourir à des mécanismes plus ou moins malveillants, à des stratégies marketing agressives ou encore à des modèles économiques parfois trompeurs, s'il en est. Deux exemples. Un outil populaire de création de quiz que j'avais l'habitude de présenter en formation, qui du jour au lendemain est passé de freemium, donc gratuit avec des fonctionnalités payantes, à totalement payant, laissant dans l'embarras de nombreux enseignants qui avaient passé des heures à créer des contenus. Deuxième exemple, un outil de création d'avatar, donc un outil très simple pour créer un avatar dont la page d'accueil clignotait comme un sapin de Noël avec de gros boutons bien visibles qui renvoyaient vers des sites malveillants. Sauf qu'ayant l'habitude d'utiliser un bloqueur de publicité sur mon navigateur, je ne m'étais pas rendu compte du problème, avant qu'un étudiant me contacte pour me signaler que les données de son ordinateur n'étaient plus accessibles et qu'il fallait payer pour déverrouiller l'accès. Donc, tous ces deux exemples qui ont conduit à proposer ces outils alternatifs aux GAFAM et à certains outils populaires dans le milieu de l'EdTech. Dans le livre blanc, Arnaud Lévy indique que pour un numérique acceptable, il faut des logiciels choisis et non subis. Et pour répondre, pour aller en ce sens-là, le logiciel libre propose justement une réponse qui me semble adéquate. Pour rappel, le logiciel libre désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier, améliorer ces logiciels. Dans le cas de la digitale, par exemple, toute personne peut utiliser la plateforme existante du projet, mais surtout, chacun est libre de faire pousser sa propre digitale. Ça, c'est vraiment important. Donc, les outils peuvent être, les logiciels étant libres, ils peuvent être réinstallés, déployés sur d'autres serveurs, d'autres instances. Petite parenthèse d'ailleurs sur le nom du projet, qui n'est pas lié à un anglicisme douteux, mais il s'agit d'une fleur, la digitale, qui est à la fois vénéneuse et qui présente également des vertus médicinales. Donc c'est un petit clin d'œil au concept de pharmacone formulé par le regretté philosophe du numérique Bernard Stiegler. Privilégier les outils numériques, comme le fait par exemple l'Institut français de Madrid, également, ça apparaît dans le livre blanc, ça garantit l'interopérabilité des contenus, la possibilité de les récupérer sur des formats ouverts, non propriétaires. Donc on parlait de Moodle précédemment, donc là on peut facilement faire transiter des séquences, des contenus Moodle d'une plateforme à l'autre. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages des logiciels libres. Pour finir sur cette partie, choix des services numériques et toujours pour faire écho à la citation d'Arnaud Lévy, une publication que j'ai lue ce matin sur le réseau Mastodon, dans un fil lié au salon Educatech qui se déroule actuellement à Paris. Donc je cite: « Les nouvelles fonctionnalités de Canva et les possibilités impressionnantes de l'IA générative intégrée, texte, images, synthèse de documents, vont attirer plus d'un collègue. Malheureusement, on se dirige vers le modèle économique utilisé par Microsoft il y a quelques années pour sa suite bureautique, avec une version complète gratuite pour les enseignants qui seront pieds et poings liés le jour où Canva décidera de changer ses conditions générales d'utilisation. » Donc là, on est toujours dans cette dimension de ne pas subir le logiciel. Sur le plan de l'éco-conception, le projet repose sur des éléments assez simples, finalement, qu'évoquait également Antoine précédemment. Donc des fichiers compressés, des images optimisées,
Sur la partie code également, un nombre limité de requêtes vers le serveur, aucun pisteur, bien sûr, ça va de soi. Il serait intéressant de vérifier d'ailleurs sur la page de certains sites combien de place occupe tout ce qui ne sert a priori à rien, enfin en tous les cas pas pour les fonctionnalités affichées. Donc le choix d'un hébergeur éthique également, un code optimisé, un choix pertinent des technologies utilisées, donc des choix finalement assez simples. Si les guides d'éco-conception s'adressent en priorité aux développeurs de manière générale, je pense à celui de Green IT et celui des designers éthiques, il y a toutefois de bonnes pratiques assez simples à mettre en place à l'échelle de la conception de contenu pédagogique. Par exemple, le service de coopération pour le français de l'Institut français du Danemark s'apprête à lancer pour la Journée internationale des professeurs de français un nouveau dispositif pédagogique, Mon musée en français, qui regroupe des fiches pédagogiques et des jeux d'évasion numérique pour introduire l'art et faire découvrir une sélection d'œuvres de 3 musées majeurs du Danemark. Et dans la conception de ce projet, ce qui a été intéressant, c'était toute la réflexion qu'on a eue avec notre prestataire, qui ne travaille qu'avec des logiciels libres, ça faisait partie du cahier des charges. Mais par exemple, les réflexions sur l'identité visuelle, la mise en page, en restant sur une approche minimaliste mais élégante, en vérifiant la lisibilité quand les documents sont imprimés en niveau de gris, en réduisant l'usage de couleurs de fond pour éviter de vider les cartouches d'encre, en vérifiant que les contrastes de couleurs sont suffisants pour une bonne accessibilité. Donc, un ensemble de petites pratiques, donc une liste avec des cases à cocher qu'il est assez facile, entre guillemets, de mettre en place. On peut combiner ça également à une compression systématique des images, des fichiers PDF, donc pour aller toujours dans le sens de pratiques opérationnelles qu'on peut mettre en place à nos petites échelles. Et juste pour terminer, un autre point important qu'on a décidé pour Mon musée parle français, c'est également le choix de la licence de publication. Donc nous avons décidé de publier les contenus sous licence Creative Commons, ce qui permet à tout enseignant et de manière claire, enfin tout enseignant ou toute personne d'ailleurs, de réutiliser ces contenus et surtout de se les réapproprier. Donc ça, c'était vraiment une dimension importante du projet et qui va également dans le sens du partage, de la solidarité et de certains aspects du numérique responsable. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais aussi, je vais rebondir sur ce que tu disais sur l'accessibilité. Enfin, c'est juste pour préciser que dans notre démarche, les 2 livrables qui ont été proposés ont été mis en forme aussi par une graphiste spécialiste de la question du numérique responsable. Donc voilà, ce sont des livrables qui respectent également les enjeux derrière notre démarche, notamment l'enjeu d'accessibilité. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. En attendant, Valérie, Rosine, est-ce que vous souhaitez compléter peut-être? Alors, merci Emmanuel pour cette belle présentation que nous ne faisons que valider de notre côté. Merci pour cette intervention très riche et pour vraiment propulser tous ces éléments de numérique responsable. Voilà. Donc, nous n'avons, moi personnellement, je n'ai rien à ajouter. Merci pour nous avoir donné l'opportunité de travailler avec vous, encore une fois. Voilà, on communique à nouveau notre satisfaction et on espère que tout ce que l'on a fait pourra être mis à profit pour toute la communauté. Merci beaucoup Valérie.
Alors justement, vous avez les contacts de Valérie et Rosine si vous souhaitez. Alors, peut-être après vous être saisi des différents livrables, si vous souhaitez creuser la question, n'hésitez pas à les contacter pour pousser peut-être l'accompagnement ou voilà, enfin, développer aussi des projets à l'échelle de vos établissements. Alors, une petite question dans le chat. Est-ce qu'il est possible de les recevoir par mail? Oui. C'est possible. Il nous faudrait en revanche votre adresse mail. Alors, je pense que le problème est généralisé sur l'espace réseau. On va essayer de voir avec le service informatique de notre côté, mais voilà, pas d'inquiétude. Je pense que les livrables seront disponibles d'ici la fin de la journée. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire, à Elsa et moi, pour nous transmettre vos adresses mail, pour qu'on puisse vous envoyer les livrables. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci. Merci. Oui. Merci, Enfin, au revoir. bonne fin d'après-midi. Il fait déjà nuit chez nous. Au revoir.